Mesdames, Messieurs, bonjour. On va enchaîner avec la prochaine session. Donc, je vais me permettre d'inviter nos panélistes au panel. Donc, s'il vous plaît, les panélistes, si vous pouvez nous rejoindre au panel. Oui, allez-y. Monsieur Miguel, hein? Enchanté. Ça va pour vous, peut-être? Peut-être c'est pour moi. Ouais, je sais pas. On est 6 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a un qui est à distance, donc c'est bon, allez-y. Mettez-vous. Donc, on va enchaîner avec cette session qui porte en fait sur la mobilité électrique dans l'espace méditerranéen. On manque une chaise encore. Une chaise, s'il vous plaît. Donc, la session sur la mobilité électrique en Méditerranée vers une mobilité décarbonée et durable. Donc, on va essayer lors de cette session d'explorer avec nos panélistes et avec la salle éventuellement, si on a encore un peu plus de temps, les défis, les opportunités, les stratégies, les marges de coopération dans l'espace méditerranéen pour promouvoir une durabilité, pour avoir une mobilité électrique ou une mobilité en général qui soit plus durable, mais avec un focus sur la mobilité électrique. On a environ 1 heure, et permettez-moi d'être un peu rigoureux sur le temps parce qu'on est déjà très en retard. La session va être présidée par Mohamed Mehdi Ftiti, qui est du ministère de Transport. Il est en charge de la direction générale de la stratégie au niveau du ministère de Transport tunisien. Moi-même, je suis Rafik Missaoui, donc je suis expert consultant en énergie et en climat. Et bien entendu, je voudrais remercier, que je présenterai tout à l'heure, nos panélistes pour le temps qu'ils ont voulu accorder à ce panel et aux échanges qui vont nous permettre de bien améliorer les connaissances en matière de développement de la mobilité électrique, au moins dans l'espace méditerranéen. Donc, je vais donner la parole tout de suite au président de la session. Donc, c'est Mohamed Mehdi. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous les panélistes et merci à tous les présents. Donc, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de lancer l'ouverture de ce panel dédié à la mobilité électrique. Comme nous le savons tous, la mobilité électrique, c'est la mobilité de demain et d'aujourd'hui même. Et la transition vers la mobilité électrique n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Je crois aujourd'hui, notre pays, que ce soit la Tunisie et à un niveau plus régional, au niveau méditerranéen, nous sommes appelés à développer cette mobilité électrique, à orienter nos stratégies vers le développement de la mobilité électrique et des mobilités alternatives pour ne pas nous concentrer ou nous centrer sur une seule thématique. Aujourd'hui, la mobilité électrique devient une nécessité pour améliorer le bilan carbone, pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et pour aider nos pays à atteindre leur engagement dans le cadre de la réduction des émissions des gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est très important aujourd'hui, si nous parlons dans un cadre euro-méditerranéen, de parler de coopération et de solidarité entre les pays de la région Méditerranée pour essayer quelque part de combler un gap qui se crée et qui est en train de s'agrandir de jour en jour entre les pays de la rive nord et les pays de la rive sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de coopération, des mécanismes de solidarité pour permettre aux pays de la rive sud de la Méditerranée d'atteindre leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre
et d'une réelle adoption de la mobilité électrique en tant que réalité. Donc, je vous laisse la parole, monsieur le modérateur, et merci. Merci, c'est Mohamed Mehdi. Donc, on va passer à nos panélistes. Je voudrais commencer par Si Abdelhamid Ganouni, qui est le directeur de l'efficacité énergétique dans le secteur de transport et de l'agriculture au sein de l'Agence tunisienne de maîtrise de l'énergie. Et je voudrais vous poser une question à travers votre expérience dans le cas tunisien et dans les pays avec lesquels vous échangez. Quelles seraient les politiques publiques nécessaires pour le développement de la mobilité électrique et la transformation en fait du marché de la mobilité vers la mobilité électrique? Vous avez 5 minutes, Saad Ahmed. Merci, سي رفيق. مرحبا بكم الناس الكل وسامحونا عطلناكم برشا شدينا لكم برشا وقت اليوم. Donc pour répondre à votre question, c'est Rafik, permettez-moi tout d'abord de rappeler un peu les objectifs de la Tunisie en termes énergétiques surtout. Donc la Tunisie aujourd'hui elle a mis en place des objectifs énergétiques très ambitieux qui consistent à la réduction de la demande d'énergie primaire à hauteur de 30% d'ici 2030 et l'amélioration du mix électrique national à hauteur de 35% en 2030 et 50% en 2050. D'une autre part, le transport aujourd'hui représente à peu près plus que l'un tiers de la consommation d'énergie finale, avec plus que l'un quart aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et pour nous, au moins au niveau de l'ANME et pour la Tunisie, je crois que c'est la même chose, c'est que la mobilité électrique aujourd'hui se présente comme une solution pour que le transport contribue à l'atteinte de ses objectifs énergétiques et climatiques aussi. Donc, pour ce faire, déjà, la Tunisie a adopté plusieurs mesures, que ce soit des mesures réglementaires, fiscales, incitatives, tarifaires et techniques, pour bien sûr accélérer cette transition vers la mobilité électrique. Je peux citer par exemple les incitations fiscales qui existent aujourd'hui pour les véhicules électriques. Donc, aujourd'hui, les véhicules électriques bénéficient d'une réduction totale des droits de douane, avec une réduction du droit de TVA à hauteur de 7% au lieu de 19%, avec une réduction de 50% des droits d'immatriculation et 50% des taxes de circulation. De plus, nous avons mis au niveau de l'ANME des programmes pilotes, des projets pilotes et des programmes nationaux. Un projet pilote d'installation d'un réseau de bornes de recharge réparties sur tout le territoire tunisien, donc pour donner plus d'assurance aux utilisateurs de véhicules électriques, d'avoir des bornes de recharge dans tout le territoire tunisien. Plus que le nombre qui existe aujourd'hui, donc des nombres de bornes de recharge, on a mis en place un programme national donc pour installer 60 bornes de recharge sur le territoire tunisien. Et comme ça, on aura d'ici fin 24, on aura plus que 200 bornes de recharge publiques installées sur le territoire tunisien, avec un objectif d'atteindre 500 bornes de recharge d'ici fin 2025. Et bien sûr, pour les véhicules électriques, déjà, on a mis en place un programme national pour électrifier le parc national des établissements publics. Donc, c'est un programme national pour les années 2024-2025 et qui consiste à équiper les établissements publics par des véhicules électriques. Le nombre actuel de véhicules électriques donc, est de l'ordre de 70 véhicules qui seront bien sûr en circulation début de l'année 2025 au niveau des établissements publics donc, bénéficiaires de ce projet-là. Voilà ce qu'on est en train de faire, bien sûr, au niveau de la Tunisie pour accélérer un peu l'adoption de cette technologie et, bien sûr, pour garantir que le transport puisse contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux et la réduction de l'impact carbone, de son impact carbone, bien sûr. Merci. Merci, Si Abdelhamid. Je voudrais peut-être prendre un autre exemple de pays en développement par rapport à ces politiques de promotion de la mobilité électrique, peut-être avec le cas jordanien. Et je vais m'adresser à notre cher invité Sifiras Alaoune, qui est
directeur général du NERC, le centre de recherche sur l'énergie en Jordanie, qui fait partie de la Royal Society en Jordanie. Et je voudrais lui poser la question, je sais qu'en Jordanie, la voiture électrique est en train de se développer. Comment et quel type de coopération entre les différents acteurs de l'écosystème que vous avez fait en Jordanie pour accélérer le développement de la mobilité électrique dans votre pays? Thank you. In the beginning, I would like to thank ANMI for inviting me to be a panelist here in this conference. ANMI represented by the director, Dr. Fathi Al-Hanshi. So it's my pleasure to be with you today. In the beginning, I would like to give, you see, an introduction about e-mobility. You know, e-mobility, it's mainly consists of mainly two parts, the mobile part and the immobile part. The mobile part is the cars itself, and the immobile part is the charging systems. You know, the charging systems, they need electricity, and we can benefit from renewable energy in Jordan because we have a lot of renewable energy produced, and so we can use it for e-mobility and increase the participation of renewable energy in the total energy mix in Jordan, and at the end participate in decarbonization. First of all, I would like to give also a brief also about Jordan's e-mobility transition that actually springs from its commitment to meet its environmental responsibilities, like many countries in the world. E-mobility transition, as you know, can help support national goals to reduce greenhouse emissions by 31% by the year 2030. And also, promoting e-mobility aligns with the goals of the Jordan Energy Strategy 2020 to 2030, which aims to increase energy efficiency by 9% and reduce carbon emissions by 10%. So in Jordan, we are aware of that. Considering the transport sector, it accounts in Jordan for roughly 45% of the energy consumption in Jordan. When we say energy consumption, it means the primary energy. So it's a huge energy that, and you know, Jordan is a non-producing country for oil, so we import most of our primary energy from outside. The transition towards e-mobility will, without any doubt, help reduce the greenhouse gas emissions if it is accompanied with the use of renewable energy, as we said, to operate charging stations. The transportation sector generates around 28% of greenhouse gas emissions in Jordan, which means that the adoption of e-mobility will help in reducing pollution, improving air quality, and contributing to climate change mitigation, in addition to saving energy costs. Regarding scaling up the adoption of e-mobility, which is the core of the question, at the national level, I think it's quite complex task. And it takes a very strong and effective partnership with between parties, all parties in Jordan, not only in the design of these projects, but also in the implementation. Because, you know, implementation, you need to be careful about, you see, the installation of charging stations for the people either
for private charging stations or public charging stations, so it's maybe the municipalities shall be engaged in this regard. In addition to the utility operators or electricity producers. There are in Jordan actually different types of tools that can be leveraged to accelerate the e-mobility toward transition in Jordan, including technological innovation, policy incentives, financing, knowledge sharing, and piloting. E-mobility projects can benefit from climate finance and carbon finance due to their contribution to reducing greenhouse gas emissions. Actually, the first high-level forum on e-mobility in Jordan was launched in November 2023, bringing together stakeholders from various sectors to pave the path for accelerating the transition towards green transport in Jordan. The forum comes as part of the integrated adoption of e-mobility in Jordan project. This was a project that was a very important project in Jordan which was overseen by the Ministry of Energy, and Mineral Resources, Ministry of Environment, Ministry of Transport, and funded by the Global Environment Facility, the United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, and the Global Green Growth Institute, GGI. The Kingdom's e-mobility transition is an opportunity, I think, to create various types of green jobs, which can help address the unemployment challenges facing Jordan. And I hope that, however, it's necessary to take proactive measures to address the expected increase in electricity demand on power grids in Jordan due to the rising popularity of EVs. In Jordan, actually, we have now 2 million cars. In total, around 10% are electric cars. And you see the municipalities now are involved in the charging stations and the electric companies to make the system safe and to make also smart billing systems to promote or to stimulate people to convert from traditional cars or internal combustion cars to EVs. And I think we are in Jordan on the road to hopefully to achieve or to reach the target of our action plan for the energy. And thank you for listening for me. Okay. Thank you very much. Donc maintenant, on a vu deux pays en développement, la Tunisie et la Jordanie, comment ils s'y prennent pour développer ce marché. J'aimerais bien maintenant questionner Monsieur Miguel Rodrigo Gonzalo de l'IDAE, de l'IDAE, donc l'équivalent de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie en Tunisie, mais en Espagne, sur le développement de la mobilité électrique en Espagne. Donc, Monsieur Miguel est directeur de la connaissance d'affaires et compétitivité à l'Agence de maîtrise de l'énergie IDAE. Il a aussi travaillé dans de nombreuses institutions, notamment l'Union européenne, mais aussi dans le secteur privé. Et je voudrais lui poser la question sur s'il peut nous donner un aperçu rapide sur la situation de la mobilité électrique en Espagne, les défis qui sont prévisibles dans l'avenir pour continuer à développer la mobilité et la transition donc de la mobilité en Espagne, et comment il voit du côté nord de la Méditerranée la coopération au sein de la Méditerranée sur cet aspect ou ce marché bien précis de la mobilité électrique.
Monsieur Miguel. Merci beaucoup. Je vais essayer en anglais encore une autre fois. Good afternoon, everyone. The situation of the electric mobility in Spain is a bit similar to the one I mentioned this morning about self-consumption, PV self-consumption. In 2018, 2019, there was almost no electric mobility in Spain. I mean, the sales quota was around 2–3% in comparison with all the vehicles sold. This started to change in 2020 when we started pushing public money onto the market, giving grants to buyers of electric vehicles. We saw a change. We started getting close to sales quota of 10%. In September 2021, it was the first time that we, in a concrete month, we were above this 10%. And in the year 2022, in yearly terms, we were on the 12%, which is clearly a better situation than in 2019. But it's also clear that this is one of those sectors of the energy transition where things are happening, but not fast enough. And it's not only an issue of Spain. I mean, we are seeing a similar pattern in Europe also. So why is this happening? Because we have pushed onto the market 1,500 million euros, and still we are not getting above this 12% of sales quota for electric vehicles. And then we find on the other side citizens. And then I want to remember this song from Mick Jagger, the frontman of the Rolling Stones, that wrote a song for the original soundtrack of Alfie, who was All Habits Die Hard. And indeed, all habits die hard. And this applies to companies, and this applies to citizens. And in Spain, the vast majority of the people who are not involved in the energy sector believe that there are not enough charging points. That if they buy an electric car, they could move around the town, but if they make a long trip, they would have problems. The fact is that there are around 35,000 charging points, public charging points, and that the rate of use in yearly terms is 6%. So there are enough charging points. But what we have is citizens that don't trust yet this technology. And then there is another key factor that is not helping, which is the price. That's factual. And also, citizens don't make like companies that may consider OPEX when taking an investment decision. Citizens consider CAPEX. Citizens consider the upfront money they need to pay for the car. They don't make calculations whether then on yearly terms I will spend less on maintenance, I will spend less on fuel. No. The price is much higher, then I don't buy it. And of course, many people just can't afford. So these are two clear reasons why things are not happening yet. Price and this perception, but the perception is also key, because we believe that from the technology point of view, the price will come to cross with the price of combustion engines, with combustion cars. That will happen. But if the perception of the citizens is still bad, you won't get till the sales of electric vehicles we want to get. And we want to have 5,500,000 electric vehicles in 2030 in Spain. As today, we have 350,000. So there is quite a challenge there. So there is much to do. We are in very close cooperation and in contact with the industry, because this is another relevant factor also connected with the price. In Spain and in Europe, manufacturers of cars are a very big part of the GDP, both of Spain and of the European Union. So we want to lower the price, okay, but at any cost? I mean, only buying cars that come from elsewhere that are cheaper, but maybe are manufactured in conditions that cannot compete, that can make difficult for European manufacturers to compete. So again, what I mentioned this morning, the energy world is very complex, and in this case, is mixed with the industrial policy also
of the member states and of the European Union. We are, in any case, doing things to try to solve this issue with the citizens by digitalization. We are developing apps so citizens can see not only where there are charging points, but also whether they are operative or not, because sometimes they are not operative, and whether they are being used or not, and they can book them. So we think that these kind of measures will help to make citizens trust the electric vehicle. So when the time comes and the prices are competitive, they will be able to buy them. But it's a rather complex issue also in Spain. And I must say, not only in Spain, all over Europe. And in this regard, learning again about experiences in other places where it has worked is very important for us, because as I mentioned, it's a very difficult challenge. I know there are, in the framework of the Mediterranean, several cooperation projects focused specific on mobility in order to make feasibility studies. But again, I think the interchange between the administrations of experiences would be very helpful, and we are welcome to any in the room to share experiences and learn from each other. Thank you very much, Mr. Gonzalo. Et donc, on a vu donc des pays méditerranéens différents avec des politiques publiques plus ou moins semblables, mais plus prononcées dans le cas d'un pays comme l'Espagne, comme un pays développé. Mais un point qui a attiré mon attention, c'était sur le consommateur lui-même. C'est-à-dire le consommateur lui-même, il y a un point qui a été soulevé par M. Miguel, c'était la confiance du consommateur, dans le véhicule électrique pour changer de comportement, et deux, bien sûr, cette question de CAPEX. On favorise toujours le CAPEX, c'est-à-dire l'investissement, le coût d'investissement par rapport aux dépenses courantes. Et c'est pour ça, quand il y a un surcoût entre le véhicule électrique et thermique, on va adopter rapidement le choix pour un véhicule thermique. Donc, effectivement, je voudrais poser la question à Sebrahim Dabesh. Sebrahim Dabesh, il a une longue expérience dans le domaine de l'automobile. Il est actuellement président du syndicat des concessionnaires des fabricants d'automobiles en Tunisie. Il est aussi président de chambre de commerce de l'industrie tunisie-allemande et membre du bureau exécutif de think tank IACE. Et bien sûr, depuis plusieurs années, il préside la société Naql en Tunisie. Je voudrais effectivement poser la question à Sebrahim. Comment on pourrait, et quel est le rôle des concessionnaires pour changer cette perception un peu négative du consommateur vis-à-vis du véhicule électrique? Merci Sirafir. Tout d'abord, je pense qu'avant de parler de consommateur, il faut parler du citoyen. Avant d'être consommateur, nous sommes des citoyens. Et c'est vrai que cette mobilité électrique, déjà on a vu l'expérience dans les pays développés ou dans d'autres pays de la région, en fait n'est pas une évidence. C'est-à-dire ce n'est pas un besoin du consommateur et du citoyen qui a fait naître cette accélération de l'engouement vers la mobilité électrique. Donc effectivement, déjà juste rapidement pour faire un petit constat, en fait on a connu cette accélération de la mobilité électrique suite bien sûr à des décisions de réglementation et de politique générale, notamment en Europe, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde. Et on a constaté que cette accélération a eu lieu ces dernières années, notamment pendant la période après Covid. Sauf que, pour aller dans le sens de votre question, on se rend compte que déjà, au bout de quelques années, il y a un ralentissement de la demande de voitures électriques, à part des marchés vraiment particulier, mais c'est une autre histoire sur laquelle on pourra en parler, à part des marchés comme la Chine. En fait, quand on réfléchit à aujourd'hui, en 2024, il y a à peine 10 millions de voitures électriques qui circulent dans le monde, dont une bonne proportion sur le marché chinois. Pour parler du marché européen qui est plus proche du nôtre,
nous avons constaté qu'effectivement, l'engouement pour les voitures électriques a nécessité de passer par des politiques d'incentives qui sont logiques, notamment dans les pays qui sont des fabricants de voitures. Je pense bien sûr à l'Allemagne, à la France, également à des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Mais nous avons vu que dans d'autres pays, et même dans ces pays-là, dès qu'on allait arrêter de mettre des incentives, il y avait un recul, et c'est ce qu'on constate notamment cette année. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des aspects techniques de l'industrie automobile. Mon ami va le faire tout à l'heure. Sinabren parlera du côté industriel, mais c'est vrai que, pour être très franc, nous avons aussi vu que l'avènement de la mobilité électrique, ce n'est pas uniquement la mobilité électrique en elle-même. D'ailleurs, on considère que le changement de l'énergie est plus une évolution qu'une révolution. Là où il y a une véritable révolution dans l'automobile d'aujourd'hui, c'est que c'est des voitures connectées, c'est des voitures qui embarquent pas mal d'équipements, que ce soit infotainment ou des embedded equipments, donc beaucoup de technologies, et on a constaté que dans pas mal de véhicules, au moment de leur lancement, il y a eu pas mal de difficultés. Donc ça, c'est des éléments aussi qui font que le consommateur n'est pas forcément convaincu d'aller vers la mobilité électrique. Cela dit, je pense que effectivement, d'après les expériences qui nous ont été présentées, ce qu'il faut, c'est à la fois un travail au niveau des politiques publiques, donc des autorités, mais également au niveau des professionnels du secteur. Avant de parler des professionnels, je pense qu'au niveau des politiques publiques, nous avons vu par exemple dans un exemple comme la Tunisie, nous ne sommes pas des fabricants de voitures, mais il y a quand même une volonté effectivement de promouvoir la mobilité électrique. Il y a eu un certain nombre d'abattements au niveau des taxes. Aujourd'hui, pratiquement, une voiture électrique ne paye que 7% de TVA, quand sa consoeur, la voiture essence ou diesel, paye jusqu'à 100% de taxes. Donc c'est vous dire la différence. Également, il y a eu des autres avantages, notamment au niveau des frais d'immatriculation et autres. Mais malgré ça, la question, pourquoi il n'y a pas un plus grand engouement? Alors premièrement, il y a un accès au marché, access to market. On a vu l'exemple de la Jordanie. Alors, notre représentant de la Jordanie pourrait en parler plus que moi. En fait, l'accès des voitures électriques sur le marché jordanien s'est fait en partie par le marché parallèle, par le grey market. Pourquoi? Parce que finalement, les constructeurs n'étaient pas prêts en termes de technologie, parce que nous sommes dans des pays chauds et ça a nécessité des avancées au niveau notamment des batteries pour que ces technologies puissent fonctionner dans les pays comme les nôtres. Donc il y a un certain nombre de barrières à l'entrée dans les marchés qui a fait que cet engouement n'est pas aussi important. Par ailleurs, comme je le disais, avant d'être consommateur, on est citoyen. Donc je pense que, et là notre interlocuteur du ministère du Transport peut en témoigner, quand on veut parler de mobilité électrique, il n'y a pas que la voiture individuelle. Avant tout, c'est d'une part les transports publics qui doivent montrer l'intérêt du pays et de la nation ou d'une ville ou d'une région pour cette mobilité électrique. Donc ça permet aux citoyens de se familiariser avec ces nouvelles énergies, avec ces nouvelles technologies. Nous avons vu également que dans beaucoup d'expériences, notamment un pays comme la Chine, effectivement aujourd'hui cet engouement pour la mobilité électrique, elle est passée par la micromobilité. Et je pense que des pays comme la Tunisie devraient vraiment saisir cette chance parce que, d'une part, nous avons beaucoup de citoyens qui n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant pour accéder à l'achat d'un véhicule neuf. Et encore une fois, malgré les efforts que j'évoquais tout à l'heure, les prix des voitures électriques restent encore chers. On attend des économies d'échelle qui permettront d'abaisser les prix de ces voitures dans les années à venir. Mais donc, pour revenir aux citoyens tunisiens, je pense qu'il est important de le familiariser avec des solutions de micromobilité. Nous savons que nous sommes aussi un pays de 2 roues et de 3 roues. Donc, il est important peut-être d'introduire familiariser le citoyen à la mobilité électrique à travers ces formules de produits microélectriques. Et nous avons la chance d'avoir des industriels tunisiens qui se sont lancés dans cette aventure. Et donc, ce serait une manière de les encourager. Par ailleurs, je pense qu'au niveau des professionnels, bien sûr, il y a
nous, en tant que concessionnaire, il y a toute une politique à mettre en œuvre, toute une stratégie pour sensibiliser et familiariser, enfin sensibiliser nos concitoyens à cette nouvelle technologie. Parce que, en fait, effectivement, comme l'évoquait notre ami, il y a le problème du coût d'acquisition, donc il reste élevé, mais finalement, là où on doit, entre guillemets, faire un travail d'éducation du consommateur, c'est qu'il n'y a pas que le coût d'acquisition. En fait, on raisonne en total cost ownership. Et là, effectivement, quand on voit le coût de la maintenance et de l'entretien, et même la périodicité d'entretien des voitures électriques, elle est beaucoup moindre que celle des voitures équivalentes moteur à combustion. D'ailleurs, la semaine dernière, lors d'un workshop, Sifat Hihanchi a évoqué l'exemple de la voiture qu'a acquis la NME, qui lui a permis d'économiser non seulement à l'achat près de 30 000 dinars, mais qui a fait en l'espace de 1 an un seul entretien et qui a coûté très très peu en termes d'entretien. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut éduquer, en tous les cas familiariser les citoyens. Le travail aussi, c'est un travail de marketing, parce que comme je le disais, ces voitures électriques sont accompagnées de nouvelles technologies. Et donc, d'ailleurs, le citoyen, aujourd'hui, s'intéresse moins à la puissance réelle du véhicule, s'intéresse plus aux équipements embarqués du véhicule, les écrans, l'accès à la technologie, tout ce qui est connectivité. Et d'ailleurs, à ce titre-là, ce n'est pas le sujet du jour, mais je pense que c'est un élément qu'il va falloir mettre sur la table, c'est qu'aujourd'hui, là aussi, ce qui fait que l'accès au marché de certaines marques automobiles dans le domaine de la mobilité sur un marché comme la Tunisie ne se fait pas aussi rapidement, c'est parce que justement, on a des blocages à ces niveaux-là, parce que qui dit voiture connectée, dit voiture avec un certain nombre comment dirais-je, d'équipements qui doit faire l'objet de certification auprès de certains organismes comme le CERT. Déjà certifier un poste radio, c'est pas simple. Alors je vous explique, quand il s'agit d'une voiture connectée, c'est encore une autre affaire. Par ailleurs, il y a également, on a parlé des infrastructures, on parle beaucoup des problèmes de charge. Effectivement, c'est un élément important, mais je pense qu'un pays comme la Tunisie, à l'exemple de la Jordanie, vu la taille de notre territoire, ça ne devrait pas être un problème. Et je pense que grâce aux nouvelles réglementations qui ont été annoncées la semaine dernière par le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et par la NME, je pense que ça pourrait se faire très vite. D'ailleurs, il y a une véritable volonté des professionnels, pas uniquement les concessionnaires, mais également les pétroliers, d'engager des investissements dans ce domaine-là. Sauf que, à part les chargeurs de voitures, il y a également les infrastructures. Parce que là aussi, les routes et toutes les infrastructures routières doivent être équipées pour accepter et pour recevoir ces voitures qui, comme je le dis, sont connectées. On parle de voitures autonomes, on est à des niveaux 3 ou 4 maintenant d'autonomie, et si on n'a pas des équipements adéquats sur les routes, c'est forcément des éléments qui peuvent perturber le développement de ce type de véhicule. Pour terminer, je pense qu'il est important aussi de s'inspirer des expériences de certains pays ou de certains constructeurs, notamment au niveau des pays. On sait qu'il y a des pays comme la Norvège qui ont connu avant cette accélération de ces dernières années. Ils y sont pris même avant. Ils ont même créé leur propre voiture électrique. Et on a vu qu'effectivement, il y a une politique publique d'accès au centre-ville, de facilité, de taxation, etc., qui permettait vraiment d'encourager la mobilité électrique. D'ailleurs, ils ont dû même la freiner aujourd'hui parce qu'ils avaient des problèmes maintenant d'embouteillage dans les centres-villes avec les voitures électriques. Il y a également des exemples, je pense, et ça c'est un élément qui fait partie de la politique que souhaiterait mettre en œuvre la NME, c'est de travailler au niveau des communes. Donc on a le fameux plan des Smart Cities avec Sfax, Djerba et Bizerte. Je pense que ça c'est des éléments aussi qui permettraient aux citoyens de se familiariser avec ces mobilités. Donc voilà, il y a un certain nombre, je dirais, de politiques à mettre en œuvre. Il y a un travail au niveau des professionnels et il y a surtout forcément un temps d'adaptation des consommateurs à cette nouvelle technologie. D'ailleurs, et c'est de manière générale le cas, aujourd'hui on ne voit que dans les modèles premium qu'il y a une avancée dans le marché de l'automobile, mais on espère que dans les prochaines années, on aura également ça pour, je dirais, plus de citoyens et plus de consommateurs. Merci. Ibrahim, pour cet éclairage excellent. Je retiens un mot de dire que, en fait, le citoyen, comme vous l'appelez vous,
La voiture électrique, ce n'était pas un besoin de citoyens. On l'a créé à travers des politiques publiques qui, au titre du climat, au titre de l'environnement, au titre de ça, mais c'est des politiques publiques. Du côté de l'industrie automobile, c'est peut-être pas forcément aussi une demande qui émane des constructeurs. C'était aussi, les constructeurs ont subi aussi, entre guillemets, hein, c'est au sens positif, un peu cette politique publique qui devient internationale pour le climat. Et c'est pour ça que je voudrais questionner Sina Behen, donc Bouchaal, qui est un grand spécialiste du domaine de l'automobile, qui est actuellement président de l'Association tunisienne de l'automobile, qui est CEO du groupe KVO Automotive, qui est un leader mondial dans le domaine de la suspension automobile, des matériaux de suspension. Et puis il a roulé sa bosse depuis 20 ans dans beaucoup de domaines liés à l'automobile. Je voudrais vous poser une question justement du côté des constructeurs, de l'industrie automobile. Quel est le rôle de l'industrie automobile de manière générale dans la décarbonation de l'économie et en particulier dans la promotion de la mobilité électrique? Merci, c'est Rafiq. Concernant les voitures, aujourd'hui, on veut les vendre, c'est des voitures électriques et on veut les vendre. Okay, pourquoi on vend des voitures électriques? Parce qu'on pense à la sustainability, on pense déjà à une consommation électrique, donc on ne va pas consommer du fuel. Je pense qu'il y a un problème de micro. Est-ce que vous entendez tous à la salle? C'est bon. Donc là, c'est par rapport à la voiture. Mais aujourd'hui, il faut la produire dans des bonnes conditions. Et il faut que la voiture se produise dans des conditions sustainable. Et aujourd'hui, c'est là où je voudrais intervenir parce qu'il n'y a pas que aujourd'hui produire une voiture électrique et l'amener sur le marché. Il y a un coût, il y a aussi les conditions de production des voitures. Et c'est pourquoi les constructeurs de voitures, les constructeurs des composants pour l'automobile s'efforcent toujours par rapport à la réduction de leur empreinte carbone, c'est-à-dire leur émission CO2 et bien sûr à l'énergie. Il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi les déchets. Et ça, c'est aussi non sustainable. C'est aussi, ça rentre dans la partie décarbonisation et c'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, cette énergie, elle est utilisée dans l'industrie dans plusieurs axes dans l'industrie. On sait très bien que l'énergie est utilisée dans la fabrication, dans le transport de matériel. Nous utilisons l'énergie dans la transformation. Quand on parle de moule, quand on parle de soudure, quand on parle de ça, on utilise l'énergie. Mais aussi, on utilise l'énergie parce qu'on transporte du matériel d'un endroit à un autre pour produire les véhicules. Donc, on est un consommateur d'énergie. Et l'énergie, on a bien entendu depuis le matin, il y a des solutions sur les énergies. Il faut aller sur l'énergie renouvelable. Il faut trouver des solutions là. Donc, il y a pas mal de mécanismes déjà présentés durant toute cette journée. Par contre, moi, je vais m'attaler plus sur le côté industriel. Qu'est-ce qu'on doit faire chez nous pour aider à ce qu'on doit sustainable, on doit pas être sustainable. C'est très important ça. Et les constructeurs, ils sont en train d'utiliser des méthodes, ils sont en train d'utiliser une technologie de fabrication intelligente. Aujourd'hui, il faut améliorer cette utilisation d'énergie intelligente, même chez le fabricant des composants automobiles. Si je parle de ça, on parle des appareils de pointe qui ont des capteurs, on capte l'information, on a plus d'informations. Et quand on a l'information, on peut gérer mieux la consommation d'énergie ou bien d'analyser en avance par rapport aux données et l'optimisation des processus opérationnels avant de démarrer une production. Il y a aussi, ça peut être complété, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas utilisé dans l'industrie globale, mais quelques industriels sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle, l'Internet of Things. Ces choses-là permettent aussi d'analyser et de trouver des solutions avant même de commencer à produire le véhicule. Parce qu'aujourd'hui, pour produire un véhicule, on laisse beaucoup de déchets avant d'avoir le premier véhicule. Si on va faire un véhicule électrique, on va détruire 1 millier de véhicules pour arriver à avoir un véhicule électrique à la fin qui fonctionne. Donc, tous ces essais-là, je dirais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut minimiser cet impact d'utilisation de la matière, d'utilisation de l'énergie, d'utilisation des déchets, de créer des déchets par rapport à cette production qui est importante. Faire une voiture
qui est électrique, sustainable, ok, elle n'a pas de consommation, pas d'émissions, mais durant le processus de la production, on a créé plus qu'on devrait créer quand il est une voiture thermique produite aujourd'hui, puisque aujourd'hui, la voiture électrique, elle est en phase de développement. Ce n'est pas une voiture développée, elle n'a pas toutes les qualités d'une voiture thermique. Aujourd'hui, la voiture thermique, on la connaît, des centaines d'années de travail qui ont permis d'avoir des véhicules thermiques de haut niveau. On sait très bien qu'il y a même, aujourd'hui, on parle de l'Euro 8 qui vient sur le marché, qui va être développé, le nouveau moteur thermique. Donc, ne croyez pas que produire un véhicule électrique, on va avoir un environnement plus propre aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que les industriels de l'industrie automobile, aussi bien des composants que de fabricants d'automobiles, pensent à des solutions plus techniques pour réduire le temps de développement de leurs produits. Et de là, je dirais que aussi c'est important, cette technologie, elle est nécessaire pour la fabrication, parce que si on ne penche pas à la méthode de faire, on l'a dit ce matin, on fera toujours la même chose. On a pollué avec les voitures thermiques, on a fait pas mal d'erreurs avant, on ne veut pas faire la même chose maintenant. C'est pourquoi il faut changer la méthode, il faut aller utiliser les nouvelles technologies, utiliser la nouvelle manière de faire les choses pour pouvoir changer ce nouveau monde vers un monde qui n'est pas consommateur ou créateur de déchets. Donc spécialement, je dirais, le plus important, aujourd'hui, l'industrie automobile, elle est alignée avec les objectifs, bien sûr, et pleinement les objectifs de carbonisation. Bien évidemment, les constructeurs, ils ont décidé d'avoir 2039 le premier, 2040 le deuxième, qui parle de zéro carbone sur la chaîne de valeur de l'automobile. C'est très, très dur, on sait très bien. C'est un objectif, mais pas vraiment très réaliste, mais ils tiennent le coup jusqu'à maintenant, mais je suis sûr que les choses vont changer dans quelques années, puisque c'est un objectif très dur d'avoir zéro émission sur toute la chaîne de production de véhicules, de l'extraction de la matière jusqu'à la maintenance de véhicules. On parle bien, là, il y a quand même à peu près 8 ou 9 niveaux de gestion au niveau de la production de la chaîne automobile. Deuxièmement, l'industrie automobile, elle est obligée aujourd'hui de calculer l'empreinte carbone, le bilan carbone, l'empreinte carbone par produit, parce qu'on a une demande très claire. À partir de 2025, nos constructeurs, aussi bien les constructeurs que les fabricants de composants, doivent donner leur empreinte carbone. Et de là, ils doivent, sinon, bien sûr, on a parlé ce matin des taxes, sinon ces des taxes seront mises en place. Aujourd'hui, ça c'est un défi très important sur le secteur automobile. Je dirais que les constructeurs, je vous dirais, la semaine dernière, j'étais à l'IAA à Hanovre. On était avec l'équipe de VDA. Et Mrs. Muller, la présidente de la VDA, c'est l'association de l'automobile en Allemagne, elle a été claire avec monsieur le ministre des Transports en Allemagne pour lui dire il faut avoir des objectifs qui sont atteignables. Ne donnez pas des objectifs stricts parce que vous l'avez décidé à Bruxelles et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'atteindre ces objectifs en tant que constructeurs. Et ça, c'était un mot très fort, c'était la semaine dernière. J'étais étonné de cette réaction. Monsieur le ministre a réagi clairement en disant que bon, faut arrêter en Europe, il ne faut pas que chaque fois on donne des objectifs et on ne les réalise pas. Maintenant, on doit les réaliser. Bon, je ne suis pas sûr que les choses vont aller avec un objectif quand il n'est pas smart. C'est très important. Et puis, bon, je reviens plus certainement que nous aussi, nous sommes l'ATA en tant qu'association de l'automobile. Nous sommes en train d'aider nos membres, de calculer leur empreinte carbone, de les aider à aller sur des certifications ISO 50001, utiliser photovoltaïque. L'association, elle est en train d'essayer de résoudre une partie du problème pour nos constructeurs de composants automobiles en Tunisie, mais ça reste aujourd'hui le problème est plutôt au niveau de la production du véhicule elle-même. Donc le véhicule lui-même, ce n'est pas évident. La voiture n'est pas évidente d'avoir zéro empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur de cette production. Voilà. Merci beaucoup, Senebhen. Donc sur cet éclairage un peu plus large et plus différent, de voir finalement
l'objectif, c'est d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible, que ce soit pour les voitures électriques ou thermiques, mais l'essentiel, c'est de minimiser l'empreinte carbone sur la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Mais on est presque fini. Je sais que vous êtes impationnés, mais on a juste quand même notre invité qui est à distance, Monsieur Yorshani Suzuki. Il est chargé de développement industriel au sein de la division de la décarbonisation de l'énergie et de l'énergie durable à l'ONUDI. Il a travaillé depuis plusieurs années sur la décarbonation au niveau du secteur industriel et du secteur de transport. Donc, si on peut passer à la... donc, voilà. Et je vais poser la question à M. Suzuki sur le rôle que pourrait jouer la mobilité électrique dans la décarbonation des économies en général et en particulier des économies des pays en développement. Vous êtes en mute. Non, on n'entend pas. Monsieur, est-ce qu'il y a un problème de volume? Voilà. Non, pas encore. Je vais peut-être essayer de résumer en attendant que voilà, c'est bon. Alors, vous m'entendez? On vous entend très bien. Ah, excusez-moi, désolé. Tu vois que j'ai eu un problème avec mon micro. Donc, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de participer à la session sur mobilité électrique. Donc, pour répondre à votre question sur le rôle de mobilité électrique dans la décarbonation des économies, donc, l'électromobilité joue un rôle principal, très important, dans la décarbonation des économies, parce que la réalisation des objectifs d'atténuation des changements climatiques nécessiterait des changements radicaux dans le secteur des transports. Alors, pourquoi les transports sont-ils si importants? Parce que les transports motorisés, terrestres, maritimes et aériens restent très vite dépendent de moteurs à combustion interne qui fonctionnent normalement avec des combustibles fossiles. En effet, aujourd'hui, 95% de l'énergie utilisée pour les transports dans le monde provient encore de combustibles fossiles. Donc, en conséquence, les émissions directes de gaz à effet de serre du secteur de transport représentent environ un quart des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie. Et par exemple, dans la plupart des pays dans le monde, le transport est la principale ou bien la deuxième source d'émissions liées à l'énergie. En outre, les émissions liées au transport dans les régions en développement du monde ont augmenté plus rapidement en Europe ou en Amérique du Nord ou en Japon ou en Chine. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les décennies qui viennent. C'est pourquoi que la mobilité électrique est un facteur clé du succès
de décarbonation des économies, dans lesquelles puissent améliorer la santé publique et la qualité de vie en réduisant la pollution atmosphérique urbaine. Et aussi, la mobilité électrique joue un rôle très important dans la décarbonation des économies en ce qui concerne l'énergie durable. Parce que le potentiel d'atténuation des véhicules électriques dépend largement de la décarbonation du système électrique dans la mesure où les véhicules électriques peuvent être rechargés par de l'énergie renouvelable. Donc l'adoption généralisée des véhicules électriques peut réduire considérablement les émissions, en particulier lorsqu'ils sont associés, chargés par les énergies renouvelables, comme les énergies solaires, aériennes et hydroélectriques. En outre, les batteries, qui sont indispensables, comme vous le savez, pour les véhicules électriques, peuvent contribuer à l'augmentation de l'installation des énergies renouvelables parce qu'elles peuvent servir de solution de stockage de l'énergie, garantissant ainsi un réseau électrique plus stable. C'est-à-dire que les véhicules électriques pourraient constituer un moyen de flexibilité complémentaire pour le système électrique qui sont importants pour la décarbonation des économies. Également, la mobilité électrique peut contribuer à l'autonomie et la création de l'industrie et aussi la création de l'emploi vert. Parce que l'augmentation de la demande électromobilité stimule la croissance de l'industrie axée sur la fabrication et la commercialisation des véhicules électriques. Et cela peut créer un impact positif sur l'économie et l'opportunité d'emploi vert dans les domaines tels que la production de batteries, la fabrication de composants électriques de voitures et les sociétés d'ingénierie, ainsi que les technologies de l'information et la communication. Par exemple, l'Égypte et le Maroc ont élaboré une stratégie claire pour la fabrication locale dans le but de créer de nouveaux emplois, de nouvelles compétences et de réduire la dépendance à l'égard de produits importés. Par ailleurs, l'adoption massive des véhicules électriques nécessite une expansion significative de l'infrastructure de recharge et cela va impliquer l'installation de stations de recharge et l'expansion de cette infrastructure de recharge va créer des opportunités d'emploi dans l'installation et l'entretien des stations de recharge et aussi dans le développement de logiciels et de soutien de gestion de la recherche. Et avant de terminer, je voudrais aussi souligner l'importance de mobilité électrique dans la décarbonation des économies en ce qui concerne le bio durable. Parce que la mobilité électrique se développe dans de nombreux pays à travers le monde afin de lutter contre la pollution atmosphérique et sonore et contre les émissions croissantes de gaz à effet de serre liées à la consommation de l'énergie des véhicules à carburant conventionnel. Donc, l'électrification des transports peut simultanément contribuer à la mobilité urbaine durable en améliorant l'efficacité énergétique des véhicules et en favorisant le passage au transport vert dans les pays. Et en effet, l'on dit à des projets, du projet de mobilité électrique dans les pays en développement, tels que la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte et le Cap-Vert, et d'autres pays asiatiques, afin de promouvoir le bio durable dans ces pays en soutenant le gouvernement national et aussi les industries locales dans l'élaboration de politiques publiques favorables à la promotion de la mobilité électrique et soutenir les industries locales dans la mise en œuvre de projets pilotes de mobilité électrique.
donc je m'arrête ici. Merci beaucoup, monsieur le Merci. Merci beaucoup, monsieur Suzuki, pour cet éclairage du côté industriel aussi. Bon, c'est difficile de tout résumer parce qu'il y a tellement de choses importantes, mais je dirais que la sortie d'une économie de l'automobile conventionnelle qui date depuis 100 ans n'est pas facile. Donc c'est une transition qui est complexe et qu'il faut le faire doucement et que c'est l'affaire de tout le monde. Les politiques publiques d'abord pour pouvoir favoriser un peu l'émergence de cette technologie, mais aussi les industriels qui font l'effort pour suivre et pour développer et pour améliorer un peu les performances des composants pour arriver à un véhicule finalement électrique qui a une empreinte carbone qui ne dépasse pas les empreintes carbone sur le cycle de vie des voitures conventionnelles. Donc il faut s'assurer que tout ça, et les concessionnaires qui vont essayer de convaincre aussi les consommateurs pour pouvoir changer leur choix, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble d'écosystèmes qui doivent fonctionner ensemble pour pouvoir faire cette transition du marché de l'automobile conventionnelle vers l'automobile électrique. Je vous remercie énormément de ma part et je vais inviter tout de suite, parce qu'on n'a plus le temps, normalement il y avait une pause café qui était prévue, mais les organisateurs me disent de passer tout de suite au prochain, à la prochaine session. Donc c'est Mounir Majdoub sur la circularité, un catalyseur pour la décarbonation des économies. Voilà, donc c'est Mounir. Merci beaucoup. Ceux qui veulent prendre un café peuvent... Ah, photo. Ils ne peuvent plus le prendre. Merci beaucoup. Messieurs, dames, bonjour. Enfin, ceux qui restent dans la salle. Hein. Alors, ceux qui et celles qui préfèrent le café à ma séance de modération, ils vont rater quelque chose. Alors, après la photo, nous allons démarrer tout de suite avec la dernière session de cette journée, cette première journée du forum, qui porte sur la circularité et la décarbonation. Alors cette session, elle est parrainée par le programme des Nations Unies de développement, par le PNUD, et donc présidée par Madame la représentante résidente du PNUD à Tunis, Madame Céline Moirot, que j'accueille ici. Bonjour Céline. Oui, toujours. Comment ça va?